Bonjour à tous les passionnés de tennis et bienvenue dans ce décryptage ultime des transformations massives prévues pour Roland-Garros en 2026. Attention, l'édition de cette année, ce n'est pas juste un petit ajustement de calendrier, oh non, c'est une véritable révolution à la fois structurelle et culturelle pour notre mythique tournoi parisien. Le ton est donné d'emblée dans nos sources avec cette phrase très précise. Le tournoi passe d'une compétition purement sportive à un événement global de divertissement. C'est un changement de paradigme assez fascinant en fait. Le but n'est plus seulement de voir des athlètes taper la balle sur la terre battue. L'idée, c'est de vivre une expérience totale, un truc vraiment immersif. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour bien comprendre cette bascule historique au programme aujourd'hui. D'abord la tradition face à l'innovation, ensuite la révolution côté joueur, puis l'expérience spectateur réinventée, les dernières danses, et on finira avec les chiffres du tournoi. Et on commence tout de suite avec notre première partie, tradition face à l'innovation. La direction du tournoi, incarnée par Amélie Mauresmo, se retrouve face à un casse-tête gigantesque. Comment moderniser un monument historique sans en détruire l'âme ? D'un côté, il faut bien rivaliser avec cette démesure et cette technologie des immenses événements sportifs américains, mais de l'autre, il est hors de question de perdre ce prestige parisien si unique. Et c'est là qu'un contraste radical et franchement fascinant se dessine. Alors que tous les autres tournois du Grand Chelem ont entièrement basculé vers un arbitrage 100% électronique, eh bien Roland-Garros s'y refuse catégoriquement. C'est le dernier bastion. L'empreinte que laisse la balle sur la terre battue exige une vraie vérification visuelle. Du coup, cette tradition presque théâtrale de l'arbitre de chaise qui descend vérifier la marque, elle reste. L'humain garde sa place centrale dans l'arbitrage parisien et c'est fort. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la révolution côté joueur. C'est une avancée historique pour le tennis de haut niveau, vraiment. Pour la toute première fois dans un tournoi du Grand Chelem, les joueurs sont officiellement autorisés à porter des objets connectés en plein match, comme les fameux capteurs Whoop. Les athlètes vont pouvoir mesurer et exploiter en direct toutes leurs données physiologiques. C'est littéralement une nouvelle ère, et cette phase de test cruciale à Paris se poursuivra d'ailleurs à Wimbledon et à l'US Open. Toujours dans cette quête de la performance absolue, le Centre national d'entraînement a reçu des améliorations colossales. Les athlètes ont maintenant accès à des chambres hyperbares et à la cryothérapie avec en prime des espaces de relaxation luxueux signés MG Gallery. Mais honnêtement, le vrai changement stratégique, c'est la construction de 2 nouveaux cours d'entraînement couverts en terre battue. C'est enfin la fin de ce cauchemar logistique où les joueurs devaient s'exiler dans les petits clubs de banlieue à la moindre goutte de pluie sur Paris. On passe maintenant de l'autre côté des gradins avec notre troisième partie, l'expérience spectateur réinventée. L'illustration parfaite de cette évolution, c'est le triomphe absolu de la semaine des qualifications, la fameuse Opening Week. Ce qui n'était autrefois qu'un simple échauffement pour les puristes s'est transformé en un événement massif à part entière. L'organisation a carrément augmenté la jauge de 20 000 personnes par jour et a déjà écoulé plus de 80 000 billets. C'est l'occasion en or d'approcher les plus grandes stars à l'entraînement sur le cours Philippe Chatrier dans une ambiance super détendue et surtout pour un tarif vraiment très abordable. L'autre grand pilier de cette métamorphose lifestyle, on le trouve près du cours Simone Mathieu. Imaginez une immense zone culinaire de 1200 mètres carrés, sobrement baptisée terre de gastronomie. Des chefs de très très haut vol, dont des étoilés Michelin comme Pascal Barbeau ou le très populaire Juan Arbelaez, prennent les commandes des cuisines. Quand on ajoute à ça de superbes terrasses, des écrans géants et de la musique en direct, on comprend vite que l'événement sportif se mue en un véritable festival de l'art de vivre à la française. Évidemment, toute cette montée en gamme ne se fait pas sans quelques frictions, notamment autour des fameuses sessions de soirée. D'un côté, la vision de l'organisation est claire. Offrir un immense show en prime time à l'américaine, magnifié par le toit fermé et diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Video. Mais de l'autre, les spectateurs soulèvent de vrais problèmes logistiques et financiers. On parle de billets extrêmement coûteux, de la frustration potentielle de ne voir qu'un seul match au programme, et bien sûr, de l'angoisse absolue du retour en transport en commun dans la nuit parisienne, une fois le cap de minuit passé. C'est vraiment un équilibre très délicat à trouver. On abaisse un peu le rythme pour notre quatrième partie, riche en émotions, les dernières danses. Le calendrier de cette édition regorge de moments très forts. Le 21 mai, par exemple, on aura droit à une immense soirée caritative Gaël and Friends. Ça va donner carte blanche à Gaël Monfils sur le court central pour ce qui ressemble fort à son ultime tour de piste, le tout accompagné par des stars de la musique comme Martin Solveig. Un peu plus tard dans la quinzaine, le 4 juin très précisément, le tournoi rendra aussi un vivant hommage officiel à Caroline Garcia, récemment retraitée, juste entre les 2 demi-finales dames. Toujours du côté des légendes, le public devra malheureusement faire ses adieux à Stan Wawrinka. Grâce à une wildcard obtenue à 41 ans, il viendra disputer son 21e et tout dernier Roland-Garros. Et le tournoi n'en oublie pas pour autant sa grande histoire. Un hommage très puissant est prévu pour célébrer les 70 ans du triomphe d'Althea Gibson. Pour rappel, en 1956, elle écrivait l'histoire en devenant la toute première femme de couleur à remporter un titre en Grand Chelem.
Allez, on fait remonter l'énergie pour attaquer notre 5e et dernière partie, les chiffres du tournoi. Il suffit d'observer ce montant total. C'est presque vertigineux, hein. Près de 62 millions d'euros. C'est la somme globale allouée pour compenser les athlètes cette année. Et ceci illustre brillamment la puissance économique démentielle de la compétition, marquant une hausse vraiment spectaculaire de plus de 9,5% juste par rapport à l'année précédente. Mais la véritable clé de cette enveloppe financière, révélée par nos sources, se trouve dans la façon dont elle est répartie. Bien sûr, le chèque du vainqueur fait rêver en culminant à environ 2,8 millions d'euros, mais la vraie volonté politique des organisateurs, c'est de soutenir l'ensemble des joueurs du circuit. Par exemple, la dotation des qualifications fait un bond massif de près de 13% et une simple participation au premier tour du grand tableau rapporte désormais autour de 87 000 euros. C'est un sacré coup de pouce. Seulement voilà, juste au moment où ce grand tableau prenait forme, une nouvelle sportive cruciale est venue absolument tout bousculer. Le grand absent de cette édition très attendue ne sera nul autre que le tenant du titre lui-même. Le prodige espagnol Carlos Alcaraz a dû déclarer forfait. Autant dire que ça rebat intégralement les cartes et que ça relance le suspense du tournoi masculin d'une manière totalement inattendue. Et c'est ainsi que l'on se retrouve à la croisée des chemins. On a vu ensemble une technologie biométrique de pointe, des restaurants étoilés, des investissements chiffrés en dizaines de millions d'euros, le tout cohabitant avec la poésie pure d'un arbitre qui descend vérifier une trace sur la terre ocre. Ce qui laisse place à une réflexion assez profonde pour clôturer ce décryptage, alors que la pression pour créer un festival de divertissement mondial premium est plus forte que jamais, les racines classiques de ce sport de silence et d'exigence pourront-elles survivre intactes à cette révolution globale ? Eh bien, la réponse s'écrira très bientôt sur les cours parisiens. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse de Roland Garros 2026 et à très vite pour un prochain décryptage.